Salut tout le monde, bon après-midi. Si vous êtes en heure rocheuse, si vous n'êtes pas en heure rocheuse, bon heure de votre Provence. Lançons là-dedans. Aujourd'hui, je vais vous offrir comme une introduction rapide à l'évaluation. Pour genre sur comment vous pouvez évaluer les impacts de votre entreprise, de vos efforts collectifs pour non seulement comme financer votre vie, mais également faire un changement dans votre société parce que beaucoup de vos entreprises visent à offrir des services qui soutiennent des changements communautaires, des changements sociaux. Donc, visons à faire ce genre de travail. So, pour commencer, je m'appelle Joe Danibo. Je crois que j'ai rencontré deux parmi vous. Mais en gros, rapidement, je suis le directeur conseil de l'évaluation de l'impact énergétique de Tamarack. Avec Fierté d'entreprendre, j'offre un soutien d'innovation communautaire. Je me trouve à Falaire, en Alberta, une très petite ville de 1000 personnes francophones au nord de l'Alberta, près de la frontière avec le territoire du Nord-Est et la Colombie-Britannique, donc dans ce petit coin-là. Je sais que quand j'ai rencontré Lucie, j'ai essayé de le convaincre de déménager en Alberta, mais malheureusement, elle a dit non. Donc, oh wow. Mais c'est une très belle province avec le leadership très problématique. Anyway, oui, mais tout ça pour dire que j'ai un background assez fort en évaluation d'impact. C'est une de mes passions, surtout étant que quelqu'un qui était comme activiste dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine de justice climatique, justice environnementale. Et je voulais toujours savoir quels sont les impacts que je suis en train d'avoir, quelles sont les façons dont je peux prédire les impacts que je vais avoir si je fais telle chose ou si je fais telle chose. Et c'est aussi comme ça qu'aujourd'hui, étant que prestataire de service, j'ai choisi les emplois que je prends. Je prends un moment pour savoir, ou pas forcément pour savoir, mais pour essayer de concevoir, en effet, quels sont les impacts que je peux avoir en faisant ce genre de travail. Donc, vu que c'est un atelier assez court, on a seulement deux objectifs pour la fin de cet atelier. Le premier est que vous quittez avec une compréhension de base de ce que c'est une évaluation et pourquoi c'est bénéfique de réaliser des évaluations. Et deuxièmement, vous ensemble sur les manières d'évaluer de façon inclusive et significative. Donc, on va faire de notre mieux pour atteindre ces objectifs-là. Voici notre ordre du jour, encore un atelier assez court. Donc, on va faire une introduction à l'évaluation, puis on vous ensemble de comment faire une évaluation. Avec tout cela en tête, on va commencer avec une reconnaissance de territoire. Il y a une belle citation que j'ai voyée de Philippe Côté, que j'ai vue dans un article en Radio-Canada. Et lui, il a dit, on a toujours été marginalisés dans le livre d'histoire. C'est à la base du racisme systémique. Les peuples autochtones n'ont jamais été interrogés sur leur culture, leur histoire et leur territoire. Ce message de reconnaissance territoriale porte sur l'histoire, le territoire et la culture. Ils sont vitaux. Ce message qu'on voit tous maintenant, il est pour les jeunes de la prochaine génération, afin qu'ils comprennent que les autochtones sont suffisamment importants pour être considérés et reconnus dans la sphère publique. Je trouve cette citation puissante parce que les reconnaissances territoriales ont devenu tellement communes qu'on oublie l'importance de le faire parfois. Et on a l'habitude de dire, ah, mais ils ne sont pas importants, ils changent de rien. Mais tout d'abord, il faut se rappeler que les reconnaissances territoriales nous ont été confiées par la Commission sur la vérité et la réconciliation, étant que premier pas, c'est vraiment genre, juste un pas, mais premier pas vers la réconciliation en réécrivant l'histoire avec la vraie histoire de la Terre, en reconnaissant les gardiens traditionnels de cette terre au point où aujourd'hui, la plupart parmi nous connaissent les gardiens de nos terres parce qu'il y a 5 ans, la plupart de nous ne savaient pas. Right? So, dans ce côté-là, c'est très important, mais aussi c'est important pour la représentation. C'est important pour que les jeunes autochtones qui vivent beaucoup de discrimination, beaucoup de racisme systémique encore aujourd'hui, sont au courant de leur importance, l'importance de leurs ancêtres pour ce pays, mais leur importance pour le présent et pour l'avenir de cette terre aussi. Et ça, souligne aussi nos responsabilités envers le peuple autochtone ainsi qu'envers la terre elle-même. J'aimerais prendre un moment pour rencontrer tout le monde qui est dans notre salle virtuelle. Donc, je vous demande de juste partager votre nom,
la communauté auquel vous vous sentez un sentiment d'appartenance. Ça peut être la communauté dans laquelle tu vis ou tu habites, ou ça peut être une communauté d'origine, c'est comme vous voulez. Et un mot pour décrire comment vous vous sentez aujourd'hui. Notre première section, c'est quoi une évaluation? Donc, ceci est la définition qui a été mise en place par la Société canadienne de l'évaluation. Et c'est quand même drôle parce que j'ai pu partager un article qui souligne toutes les étapes qui étaient suivies pour mettre en place cette définition. Donc, vraiment, cette définition, ils ont pris du temps, ils ont pris de l'énergie, ça a pris beaucoup d'engagement pour le faire. Donc, voici la définition officielle qu'on utilise au Canada pour ce que c'est une évaluation. Une évaluation est l'appréciation systémique de la conception, de la mise en œuvre ou des résultats d'une initiative pour les fins d'apprentissage et de prise de décision. Donc, je vais souligner quelques mots qu'on va concentrer sur, mais vraiment, comme voici un bout d'ensemble, c'est quoi une évaluation. Sur le mot que je soulignais, le premier mot que je soulignais était systémique. Une évaluation est méthodique et fournit des informations crédibles, fiables, utiles, permettant de réintégrer des leçons apprises. Donc, l'élément systématique d'une évaluation est pour que d'autres personnes à l'extérieur, des personnes qui n'ont pas participé dans le processus d'évaluation, des personnes qui n'ont pas mené le processus d'évaluation, peuvent comprendre et suivre la logique et vérifier les données et les conclusions auxquelles vous avez tiré de votre évaluation. Donc, l'élément systématique est pour faire confiance aux autres personnes que c'était une bonne évaluation. Et le côté appréciation. L'appréciation évaluative tient compte de valeurs, de mérite, de la portée, de l'importance et de la qualité. Donc, cet élément de l'appréciation est que ça souligne la valeur. Ouais? Une évaluation, c'est non seulement de donner valeur à quelque chose, mais de vérifier que cette valeur a été ajoutée à quelque chose. Donc, le mot appréciation dans ce cas-là est pour souligner que lorsque vous faites une évaluation, ce que vous choisissez de concentrer sur pour votre évaluation montre ce que vous valorisez dans les circonstances données. Et le dernier élément, le fin. Les fins, ceci souligne la raison pour laquelle vous faites l'évaluation. Right? Une évaluation peut être effectuée pour prendre des décisions, pour former des jugements, pour tirer des conclusions, pour connaître des résultats, pour développer de nouvelles connaissances, pour appuyer le développement organisationnel ou pour renforcer les capacités en réponse aux besoins des parties prenantes. Ça, c'est juste quelques exemples pour la raison pour laquelle on peut faire une évaluation. Donc là, on voit l'importance de ces trois mots-là. Une évaluation est une appréciation systématique. Donc, on donne de valeur à quelque chose de façon systématique pour que d'autres personnes puissent voir cette valeur aussi. De la conception, de la mise en œuvre ou des résultats d'une initiative pour les fins, donc la raison pour laquelle on fait ça, d'apprentissage et de prise de décision. Prochaine question. Je suis curieux pourquoi vous aimeriez faire des évaluations. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui viennent à l'esprit pour les raisons pour lesquelles vous ou votre entreprise feriez faire une évaluation? Oui. Donc, avec tout ça dans la tête, j'aimerais partager 4 types d'évaluations. En gros, il y a 4 types d'évaluations. Il y a plusieurs approches d'évaluation. Il y a beaucoup plus que 4 approches d'évaluation. Il y a une différence entre les approches d'évaluation et les types d'évaluation. Donc, on ne va pas vraiment aborder les approches d'évaluation. J'ai offert quelques exemples comme l'évaluation participative, l'évaluation démocratique, l'évaluation évolutive. Mais en gros, une approche d'évaluation est plus liée à l'esprit dans lequel l'évaluation est faite, ainsi que la méthode qu'on va utiliser pour le faire. Tandis que le type d'évaluation et les genres d'évaluation qui sont possibles à faire. On a 4 types d'évaluation, on a plusieurs approches d'évaluation. Ils ne sont pas la même chose, mais souvent les gens ont l'habitude de mélanger. On va entrer dans les 4 types d'évaluation. Le premier est l'évaluation formative. L'évaluation formative est un type d'évaluation qui utilise les premières phases ou le développement d'un programme ou d'une initiative. Ce type d'évaluation permet d'évaluer les progrès et l'efficacité d'un programme alors qu'il est encore en cours ou en mise en œuvre. Je vais reformuler ça pour le rendre plus facile à comprendre. L'évaluation formative est le genre d'évaluation que vous utilisez lorsque quelque chose n'a pas encore commencé ou au début de commencement de quelque chose. Par exemple, si votre entreprise aimerait
élargir et vous aimeriez ouvrir comme votre prochain bureau. Disons, vous avez plusieurs bureaux. Vous aimeriez ouvrir votre prochain bureau dans une nouvelle province ou vous aimeriez offrir vos services en tant que travailleur, travailleuse autonome, mais dans une nouvelle ville auquel vous n'habitez pas parce que vous pouvez faire de télétravail. L'évaluation formative est pour savoir si ça c'est une bonne idée ou non. Quels sont les impacts de faire ça? So, avec l'évaluation formative, là, vous essayez de prédire ce qui va arriver. Vous utilisez les meilleures données pour faire ça. Vous pouvez faire l'engagement communautaire pour poser les questions à la nouvelle communauté cible, là, la nouvelle province ou la nouvelle ville, pour voir si il y a l'intérêt pour vos services, si vos services seront bien reçus, si votre bureau sera bien accueilli. Right? Vous pouvez poser la question, est-ce que vous avez besoin de tel service? Quels sont nos plus grands compétiteurs? Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un environmental scan, une vérification de qu'est-ce qui est là déjà, qui sont vos plus grands compétiteurs. Si vous offrez des services, est-ce que des organismes qui ont besoin de ces services ont déjà quelqu'un qui l'utilise? Et si oui, quelle est la probabilité qu'ils vont switcher pour vous ou essayer vos services? Qu'est-ce qui vous distingue de cette autre personne? Donc, c'est vraiment un effort de comme voir quels seront les impacts d'élargir comme ça ou de lancer ce nouveau projet, de lancer cette nouvelle initiative. Si vous aimeriez offrir un nouvel service que vous n'avez jamais offert auparavant auprès de vos clientèles existantes, vous pouvez faire un sondage pour savoir comment ça serait reçu. Ouais? So ça, c'est par exemple une évaluation formative. Si on prend ça sur le côté plus entrepreneuriat social, et vous aimeriez avoir un impact positif, disons, vous aimeriez avoir un impact positif sur la vitalité des communautés francophones ou la vitalité des communautés queer. Vous aimeriez leur aider à améliorer comme leur activisme pour que les personnes queer, les personnes francophones ont plus de droits. Vous pouvez aussi comme utiliser une revue de la littérature ou aussi cet élément d'engagement communautaire, des entrevues avec des experts pour savoir si j'offre tel service, est-ce que ça va avoir un tel impact sur la communauté que j'aimerais avoir. Alors, en gros, l'évaluation formative est genre, on n'a pas encore lancé, so j'aimerais savoir quels sont les impacts de faire quelque chose, ou on vient de lancer, mais n'a pas encore pris de direction spécifique ou particulière. Les choses sont encore très malléables. Quels seront les impacts de faire ce choix? Le deuxième type d'évaluation, c'est l'évaluation sommative. So, les évaluations sommatives sont les plus courantes. La plupart des gens qui font l'évaluation, ils font l'évaluation sommative. L'évaluation sommative est genre, on a fait quelque chose, on va vérifier si c'était bien fait. So, par exemple, on a fait un atelier, voici un sondage pour savoir comment vous vous sentez après l'atelier. Est-ce que vous vous sentez comme vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous vous sentez qu'on a atteint nos objectifs de l'atelier? Ça, c'est une évaluation sommative. Immédiatement après que quelque chose est terminé, voici ce qui se passe. Donc, la plupart des entreprises font ça. C'est, par exemple, le rapport annuel. Ça, c'est en genre de comme évaluation sommative ou même les évaluations les évaluations annuelles pour les employés. C'est genre, voici ce qui était fait, on a terminé, avez-vous atteint vos objectifs d'emploi, avez-vous réussi à réaliser les tâches qu'on vous a données tout au long de cette année. Ouais, ça, c'est une évaluation sommative. On a l'évaluation des processus. Donc, l'évaluation des processus, pour chaque personne qui gère des projets, vous savez que pour gérer un projet, il faut briser le projet en petits morceaux. Il faut couper le projet en petits morceaux pour bien atteindre le projet. Donc, vous avez comme étape 1, 2, 3, 4. So, l'évaluation de processus, et à la fin de chaque étape, vous faites une évaluation. Et vous faites des changements. Donc, vous intégrez ce que vous avez appris après avoir évalué étape 1. Vous intégrez ça dans étape 2 pour améliorer l'étape 2. Et vous continuez comme ça jusqu'au fin du projet. So, c'est similaire à l'évaluation sommative, sauf évaluation sommative. Et quand tout est fini, voici l'évaluation de processus et on coupe notre projet, notre activité, notre initiative, quoi que ce soit, en petits morceaux.
Et après chaque morceau, on fait l'évaluation du processus. Et on utilise cette évaluation qu'on a faite pour la dernière étape pour informer les prochaines étapes et améliorer les prochaines étapes. Et finalement, on a l'évaluation des résultats ou l'évaluation d'impact. Ce sont les mêmes choses. Évaluation des résultats et évaluation d'impact, même chose. Et donc, les évaluations de résultats se concentrent sur l'efficacité d'un programme à produire des changements. Right? So, vraiment, ici, là, on essaie de comprendre quels sont les changements qui s'est passé en raison de votre intervention. Ça peut être une intervention professionnelle, ça peut être une intervention personnelle, mais en gros, l'idée est genre, après avoir fait tel projet, après avoir fait telle initiative, après avoir lancé mon entreprise, ça fait quelques années ou quelques mois, quelques semaines, peu importe. Quels sont les impacts sur la société à large? Quels sont les changements sociétaux qu'on est en train de voir en raison de nos actions, de nos services, de quoi que ce soit? Donc, pour une entreprise qui offre d'experts conseils, par exemple, souvent, vous arrivez chez notre entreprise, à notre organisme, vous offre vos experts conseils. Ça peut être à travers un atelier, un service de consultation, une révision des documents, peu importe. 6 mois après, vous aimeriez savoir comment l'organisme font, comment l'état de l'organisme. Est-ce qu'il est en train de est-ce qu'ils ont réalisé l'objectif en vous embauchant? Est-ce que l'organisme est plus, disons, sain? Disons, votre intervention était pour offrir un atelier sur, comme le CFQ, offrir un atelier sur l'accessibilité pour les personnes queer. 6 mois plus tard, vous faites une vérification, vous avez un sondage, peut-être vous faites un appel informel, vous faites une entrevue, peu importe, auprès de l'organisme pour savoir, OK, maintenant qu'on a fait cet atelier sur l'accessibilité pour les personnes queer, est-ce que vous avez remarqué une augmentation de clientèle queer au sein de votre organisme? Ou est-ce que les personnes queer que votre organisme sert déjà se sentent plus à l'aise ou ils s'affichent beaucoup plus fièrement? Vous pouvez également faire une évaluation des résultats ou une évaluation d'impact auprès de la communauté elle-même. Donc, vous faites un sondage auprès de personnes queer pour savoir est-ce que cet organisme, est-ce que votre opinion ou avis de cet organisme a-t-il amélioré, par exemple. Donc, l'évaluation des résultats est plus à long terme. C'est la différence entre évaluation sommative et évaluation des résultats. Et évaluation sommative est que le moment que vos services sont terminés. Right? So, vous faites un atelier, l'atelier vient de terminer, on fait une évaluation. Quels sont les impacts? Est-ce qu'on a réussi à nos objectifs? Mais une évaluation des résultats est que, OK, on a fait l'atelier aujourd'hui. Quelques mois plus tard, on aimerait savoir si cet atelier a eu les effets qu'on voulait voir au fil du temps. Donc, ça, c'était beaucoup. Avant de changer pour discuter comment faire une évaluation, j'aimerais savoir si vous avez des questions ou si vous avez besoin de clarification. OK, je vois le thumbs up. Jacques, thumbs up si tout est beau ou si tu as des questions, pose-le. Thumbs up. OK, parfait. Excellent. So, on entre dans section 2, comment faire une évaluation. So, voici les grandes étapes de faire une évaluation. Il y a 4 étapes dans chaque évaluation que vous faites. Première étape, définition de la portée. Deuxième étape, méthodologie et collecte de données. Troisième étape, analyse des données. Quatrième étape, rapportage. So, pour la première étape, la définition de la portée, ça dépend de la taille de l'évaluation, bien sûr. Like, si vous êtes en train de faire une évaluation auprès de vos employés, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir comme tous ces éléments-là, mais ce sont de bons éléments à y réfléchir lorsque vous pensez à faire une évaluation. So, vous aimeriez définir comme les objectifs du projet, initiative, service, whatever. Vous aimeriez que les objectifs de ce soient bien définis et bien clarifiés. Les livrables aussi. Vous aimeriez vérifier les exigences. Qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Les exigences peuvent être au niveau des ressources humaines, ça peut être au niveau des mêmes fardeaux émotionnels, mais en gros, quelles sont les exigences pour que ça soit fait? Les limites et exclusions, en reconnaissant que
chacun de nous, on gère soit des petites entreprises ou on est autonome. Donc, cela veut dire qu'il y a une limite. On ne peut pas tout faire, même si on aimerait tout faire. So, on a besoin de comme, savoir quelles sont nos limites pour bien cadrer le projet et par conséquent l'évaluation qu'on fait sur ce projet. Parce qu'on ne va pas évaluer le projet pour quelque chose qui n'est pas comme défini dans les limites qu'on a définies. Les tâches et activités nécessaires pour réaliser l'évaluation. Donc, est-ce que ça exige comme une réunion? Est-ce que ça exige la préparation de documentation? Est-ce que ça exige un sondage? Qu'est-ce que ça exige? Les coûts et ressources nécessaires pour le faire. Les détails et le calendrier, pardon, pas détails, les délais et calendrier, les parties prenantes qui ont besoin d'y participer, les risques et hypothèses, right? So ça, c'est un élément important aussi. Par exemple, pour faire une évaluation d'employé, il y a toujours le risque que l'employé va être déçu, surtout si c'est une évaluation négative. Il y a toujours le risque que l'employé va démissionner tout de suite, va être comme, you know what? Je te déteste. Démission. Like, il y a le risque de violence parfois parce que j'ai vu ça dans une entreprise OBNL qui m'a embauché pour le soutenir. Ils ont offert comme des réactions négatives à un de leurs employés. Il est devenu agressif physiquement et la police avait besoin d'être impliquée. C'était une grosse affaire. Ouais, so il faut être au courant de quels sont les risques, comment on peut atténuer ce risque et quelles sont nos hypothèses, nos suppositions par rapport à cette évaluation. Et finalement, le processus de contrôle de la portée. Donc, le processus de contrôle de la portée est juste déjà, souvent lorsqu'on fait une évaluation, parfois on apprend des choses hors de notre portée, hors des limites qu'on a définies. Et on a besoin de savoir quel est notre processus pour déterminer si on va inclure ce, si on va élargir nos limites pour inclure ce, ou si on va l'exclure. C'est un peu ça. So, avoir un processus prédéfini et préétabli pour savoir ce qu'on peut prendre comme effort extra, des données extra, quelque chose qui élargit notre portée, qu'est-ce qu'on peut prendre et qu'est-ce qu'on devrait rejeter. Lors de la définition de la portée, vous allez également définir des indicateurs. So, un indicateur est une mesure utilisée pour évaluer ou apprécier les résultats d'une action. Ça peut être une réponse oui, non à une question. Ça peut être comme une mesure, un ratio, un nombre, un chiffre, quelque chose comme ça. Ou ça peut être un ensemble de phénomènes observés dans un contexte spécifique. So, tantôt, Jacques a fait la blague par rapport à vibes, mais le vibes, toute seule, c'est pas forcément utile. Mais le vibes, dans un contexte donné, avec d'autres indicateurs, ça peut nous dire quelque chose. Donc, on a un petit exercice pour rendre ça plus pratique et moins théorique. J'aimerais ensemble qu'on commence à nommer des indicateurs pour évaluer si les conditions de vie des personnes à faible revenu dans votre quartier se sont améliorées. Et quels sont les indicateurs qu'on peut observer, qu'on peut mesurer afin de savoir, en effet, oui, la condition de vie des personnes à faible revenu dans notre quartier se sont améliorées ou, en effet, non, ne sont pas améliorées. Quels sont les bons indicateurs qu'on peut utiliser? La prochaine étape, après avoir comme défini la portée et la méthodologie, est donnée. Right? So, la méthodologie, c'est l'ensemble de principes, de méthodes et de pratiques adoptées pour planifier, réaliser et analyser des recherches ou des projets de manière systématique et structurée. So, typiquement, on divise nos méthodes en méthodes qualitatives et méthodes quantitatives. So, rapidement, les méthodes quantitatives sont les méthodes qui sont principalement utilisées pour collecter des données sur les communautés ou, ben, en gros, ce sont des méthodes qui trouvent la valeur à travers la quantité de données qui sont accueillies. Par exemple, on a la democratie, on a les enquêtes, on a des sondages où la valeur et la quantité de gens qui le remplissent. Si on a un sondage et 5 personnes le remplissent, on est là comme Tandis que si on a un sondage et genre 10 000 personnes le remplissent, c'est wow, on a fait confiance à 100%.
Right? So, les méthodes quantitatives sont vraiment basées sur la quantité de personnes qui y participent ou la quantité de données qui sont recueillies ou collectées. C'est souvent utilisé pour voter sur une décision, collecter des données démographiques, sonder des opinions sur une série de sujets, etc. On a également les données qualitatives. Et donc, comme on voit dans le nom, la valeur dans ça est les qualités des données, mais pas la quantité des données. Parce que souvent, lorsqu'on cible la qualité, on a besoin de réduire côté quantité. So, avec la méthode qualitative, elles sont souvent utilisées pour explorer des sujets en profondeur, pour aborder des nuances des personnes communautaires ou pour simplement initier des conversations avec les membres de la communauté. So, pour offrir quelques exemples, on a des réunions publiques, on a des entretiens, des groupes de discussion, des conversations informelles, des événements ou ateliers. C'est vraiment un cas où, par exemple, si vous faites des entrevues, c'est certain que vous n'allez pas interviewer 10 000 personnes, mais vous pouvez interviewer 20 personnes et chaque entrevue dure 1 heure et demie. Et là, vous allez recueillir une véritable richesse de données sur un sujet. Tandis que quantitatif, vous allez recueillir plus de données moins profondes, mais beaucoup plus faciles à généraliser, par exemple. On va sortir cette question juste pour des raisons de temps. OK. Et après avoir collecté des données, les prochaines étapes, la troisième étape est l'analyse des données. Right? So, engager dans l'analyse de données, ça implique plusieurs étapes systématiques pour transformer les données brutes en informations utiles. Donc, on prend les données qu'on a recueillies et on commence à les transformer en histoire. Si vous avez des données quantitatives, souvent vous allez utiliser des analyses statistiques sur régression, types d'hypothèses, etc. Tandis que si vous avez des données qualitatives, donc par exemple les transcriptions d'une entrevue, vous allez utiliser des méthodes comme l'analyse thématique, qui est une analyse qui vise à trouver les larges thèmes abordés dans nos entrevues et écrire comme un résumé de chaque thème, ou l'analyse des contenus qui vise à bien cibler certains mots. Par exemple, si vous parlez des émotions et quelqu'un utilise le mot love beaucoup, le mot amour beaucoup, là, vous allez souligner le mot amour dans votre analyse et là, vous allez transformer ça en données. Right? So, vous pouvez dire genre, oh, amour a été mentionné comme 35 fois dans une entrevue d'1 heure avec telle personne. Ça souligne à quel point l'amour est important pour telle chose. On a également comme la codification des données, ce qui vise à cible comme l'utilisation de certaines phrases, l'utilisation de certains mots, et ils ont groupé étant que synonyme. Donc, si quelqu'un utilise le mot amour et le mot sentiment fort, on les groupe ensemble. Ça, c'est juste quelques exemples, mais il y a beaucoup plus. Mais en gros, l'analyse de données, c'est on prend des données brutes et on transforme en information utile qui peut être comme absorbée par des personnes, oui, par nous, mais également par des personnes à l'extérieur qui voient l'évaluation aussi. Et c'est à travers l'information qu'on va aussi informer nos prochaines étapes, on va informer nos entreprises, nos employés, nos actions, etc. Et la dernière étape est la responsabilisation et le rapportage. Le rapportage est essentiel parce que ça vous permet de non seulement communiquer clairement les résultats, mais également ça souligne la transparence et la responsabilité. À travers le rapportage, ça aide les gens à vous faire confiance. Et les gens en général. Donc, ça veut dire que ça peut être comme le public, si vous travaillez directement avec le public. Ça peut être votre clientèle, mais également ça peut être comme des bailleurs de fonds. Ça vous offre un genre de réputation, de transparence. Et lorsque vous avez besoin de appliquer pour des financements, appliquer pour un prêt dans une banque, par exemple, avoir ce niveau de transparence, ça augmente l'opportunité de développer de bonnes relations qui vont vous servir dans vos efforts d'entrepreneuriat. Oui.
Donc, rapidement, le rapportage facilite la prise de décisions informées, le suivi des progrès et l'évaluation de l'efficacité des actions entreprises. Le rapportage sert des documentations officielles et renforce la crédibilité et la confiance en montrant la rigueur du processus. Le rapport aide également à identifier les leçons apprises, à engager les parties prenantes, à respecter les obligations réglementaires et à faciliter la rétroaction pour une amélioration continue. Cependant, même si j'utilise le mot rapportage, souvent lorsque j'utilise ce mot-là, les gens pensent tout de suite au rapport, ou quelque chose écrit. Et oui, ça c'est une option, mais il y a plusieurs options aussi. On peut avoir comme la présentation des conclusions préliminaires lors de grandes réunions. Ça, c'est un rapportage. Right? À voix haute, une présentation à votre public cible. On peut avoir comme des partages de données tout au long du processus d'évaluation. Donc, en général, comme validation et contribution et retour. On a les retours avec les personnes avec qui vous communiquez avec. Et ça, c'est également une façon de rapportage parce que ça démontre la transparence et ça augmente la crédibilité. Vous pouvez avoir des publications, par exemple, en livre, des photos d'événements. Ça, c'est très utile pour, par exemple, le service d'art. Si, par exemple, je vais utiliser un exemple pour notre prestataire de service que je connais. Elle offre des ateliers de tambourine pour les écoles secondaires. So, pour elle, le rapportage est en compilation de vidéos des enfants en train de vivre leur meilleure vie avec le tambourine. Ça, c'est un rapportage parce que ça montre l'efficacité de ces ateliers. Ça n'a pas besoin d'être un rapport écrit avec des enfants donnant leur avis sur 1 à 5. On peut voir dans la vidéo le bonheur sur leur visage. Et oui, utilisation de pratiques artistiques telles qu'une exposition organisée, la vidéo participative, le récit numérique, les films documentaires, etc. So, je voulais vous montrer un petit film qui était utilisé comme comme rapportage avec Martin Krippenkorb Mac. Donc, pour offrir un peu de contextualisation, ça fait quelques années, Martin Krippenkorb Mac a été called out. C'était en 2000, je crois que c'était 2017-2018. Une femme noire qui s'appelle Judith Kassama de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle a envoyé un message à Mac. C'était sur Facebook. Elle était comme, hey, pourquoi j'ai jamais vu une personne de couleur, une personne racisée sur votre site web portant vos vêtements? Parce que Mac est un des plus grands détailleurs de vêtements de plein air au Canada, c'est un des plus anciens aussi, et un des pays les plus multiculturels au monde. So, Mac a répondu en disant non, c'est pas vrai. Mais ils ont fait une vérification interne, puis ils ont trouvé que malgré le fait que Mac a existé pour plus de comme 100 ans, ils n'ont jamais, à 2017, ils n'ont jamais eu une personne racisée. Non seulement juste une personne noire, une personne racisée portant des vêtements sur le site web ou apparaissant sur leurs documentaires, sur leurs films, sur les trucs de plein air, tout au long de leur histoire, dans le pays le plus multiculturel au monde. Puis ils se sont excusés, puis ils se sont dit, genre, on va faire mieux. So, ce rapport, ce film documentaire a été filmé 2-3 ans, c'était avant la pandémie, après ce call-out pour montrer qu'ils ont fait des changements. Donc, on va l'écouter ensemble et je vais partager le lien dans le clavardage pour les personnes qui ont un Internet assez lent. Donc, voilà. OK. Oui, c'est pas mal tout. J'avais une petite activité, mais je vais mettre l'activité quand même dans le clavardage, juste comme ça, le site peut avoir l'accès. Mais en gros, c'est juste une petite activité de comme évaluation d'impact pour comme vous aider à vérifier que vous avez genre vous avez tiré les leçons de cet atelier-là. Cependant, si tu décides de le faire, surtout n'hésite pas à comme m'envoyer un courriel si jamais tu as des questions. Si tu es en train de le faire, tu es comme ah, j'aimerais pas de ça ou je ne sais pas comment faire ça. Là, je vais savoir à quoi mieux élaborer. Est-ce que ça a du sens? Excellent. OK.
Donc, pour terminer, voici cette belle citation de Friedrich Nietzsche. L'évaluation est création. Écoutez cela, créateur. Évaluer est en soi le trésor le plus précieux de tout ce que nous valorisons. Oh, je vais partir de ça. Ce n'est que par l'évaluation que la valeur existe. Et sans évaluation, le noyau de l'existence sera cru. Écoutez ça, créateur. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'arrête le partage.